Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Cédric, je travaille chez Olidis, donc au marketing et aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire, vers une gestion des temps hybrides et collaboratifs pour mieux travailler ensemble. Alors concrètement, très rapidement, nous sommes sur une plateforme qui s'appelle Livestorm. Livestorm est une plateforme qui nous permet d'avoir un chat en même temps qu'on est en train de faire cette présentation. Donc n'hésitez pas à y inscrire vos petits messages, vos bonjours, vos coucous, les problèmes techniques que vous pouvez rencontrer. La plupart du temps, je vous dirais d'appuyer juste sur F5 pour rafraîchir la page et ça résout 90% des problèmes. Et ensuite, vous avez un onglet questions-réponses. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit au niveau de ce que vous voyez des contenus, n'hésitez pas à écrire vos questions là. Ça nous permet de les traiter indifféremment, de manière différenciée de ce chat où il va y avoir beaucoup de messages. Ça nous permet d'apporter une réponse écrite aussi au fur et à mesure de la présentation. Concrètement, pendant cette présentation, je vais vous envoyer quelques petits sondages. Donc, je vais faire travailler un petit peu pour recueillir un petit peu vos informations sur vos souhaits, vos besoins et vos taux d'équipement, notamment dans différents types de solutions. Ensuite, nous avons aussi quelques petits liens qui vont vous être diffusés tout au long de la présentation. N'hésitez pas à y aller, mais soyez pas trop distraits pendant la présentation. Voilà, voilà pour les considérations globales et initiales. Ensuite, donc nous sommes bien sur une présentation qui introduit un petit peu les nouveautés sur la gestion des temps au global. Alors très rapidement, on parle de digitalisation RH, mais parfois on ne parle pas assez de management, de collaborateurs, de direction dans les processus. Alors comment la GTA et la gestion des temps et des activités évoluent-elles au sein d'un SIRH de plus en plus étendu, hybride, collaboratif? Est-ce que ces notions d'interopérabilité entre différents systèmes, interconnectés, la distribution, tout ça, c'est des questions qui sont de plus en plus présentes en fait dans le marché. Et du coup, nous allons les aborder durant ce webinaire. Nous garderons simplement à l'esprit aussi qu'on a besoin croissant toujours de fédérer de plus en plus d'acteurs qui ne sont pas forcément RH, qui sont managériaux, qui sont des opérationnels, les collaborateurs, la direction et des flux de données qui sont de plus en plus importants. Donc, il y a de plus en plus d'éditeurs qui se mobilisent et proposent des solutions hybrides autour de processus fonctionnels communs. L'idée, c'est de comprendre un peu comment ça se goupille, quelles sont les perspectives qui nous guettent. Et pour aborder ces sujets-là, qui sont très intéressants et plutôt riches, nous allons avoir aujourd'hui avec nous Kevin de chez Marques by Exegis, qui va nous présenter en fait le résultat d'une étude continue sur les intentions et les besoins exprimés par le marché. Ensuite, Aurore, qui est business analyst chez Olidis, va nous présenter une vision, la vision de chez Olidis, en fait, comment nous, on envisage le futur et comment nos solutions sont en train d'évoluer. Et finalement, concrètement, pour montrer un petit peu comment tout ça se cristallise, nous avons trois acteurs, donc Thomas, Fouad et Jérôme, qui vont nous présenter comment Flatcher, Stop and Go et Skippy intègrent très concrètement cette vision que nous, on a de l'évolution en fait, du SIRH global et plus légèrement d'une gestion des temps étendue, ce qu'on appelle étendue chez nous, avec les solutions de recrutement, d'embauche et de pointage, made in France et innovant. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Kevin. Bienvenue Kevin, et à vous. Merci Cédric. Alors, moi c'est Kevin, donc je travaille pour Marques, qui est un cabinet qui analyse un peu le marché digital français. Donc on est sur l'ensemble du marché digital, tout ce qui va être cloud, SIRH, sécurité. Donc lorsque Olidis nous a approchés, il partait sur un constat assez simple, c'est que les besoins des utilisateurs évoluent et que leurs usages des logiciels SIRH aussi. Donc l'objectif poursuivi par l'étude était d'identifier les directions que prenait le marché et définir la meilleure manière d'y répondre. Donc dans les slides, dans mon intervention, je vais essayer de vous poser l'évolution du marché entre tendance et dépenses dans un premier moment, puis ensuite faire un vrai focus sur la gestion des temps et comment elle se positionne dans le SIRH, ce qui légitime certains projets autour de la GTA actuellement, et finalement revenir sur le marché et le choix des DRH qui est difficile lorsqu'il faut soit faire évoluer sa solution ou la compléter ou carrément changer de solution logicielle. Donc, sur la première slide, ce qu'on voit ici, c'est l'évolution du marché entre 2020 et 2024. On voit clairement qu'on a une tendance principale, c'est l'érosion des parts de marché de tout ce qui est logiciel installé directement en entreprise pour les logiciels installés dans le cloud, donc le SaaS.
Et cette transition, elle s'explique par une reproche qui est faite aux installations on-premise, c'est qu'ils ont un caractère onéreux, que c'est difficile de faire le paramétrage, de suivre avec les enjeux du moment, et aussi il est difficile de suivre tout ce qui est évolution avec les autres acteurs du marché. Donc en sortant de la crise sanitaire, le conseil était sans équivoque pour les directions ressources humaines, pour les managers et les décideurs, c'est qu'il y avait dans l'on-premise trop de silos, trop de rigidité, et le SaaS permettrait d'acquérir cette flexibilité nécessaire pour adresser les besoins, avoir une couverture fonctionnelle un peu plus élargie et une interopérabilité entre les différents points fonctionnels d'un outil SIRH. Donc, les entreprises avaient besoin d'optimiser leurs coûts, de se maintenir compétitives et accélérer leur processus de décision. Ce qui se traduit finalement par un grand bond de 11% du SaaS sur le marché. Et Mais, ouais, exactement. mais Cédric? du coup, concrètement, en fait, ces points, donc maîtriser les coûts, se maintenir compétitif, attractif, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement ce que cela représente? Alors oui, effectivement, si on parle de maîtrise des coûts entre transition on-premise et SaaS, c'est tout simple. Aujourd'hui, si on parle de SaaS, ce que le SaaS offre, c'est que c'est l'éditeur, par exemple, qui va gérer tout ce qui est serveur, qui va gérer tout ce qui est sécurisation de la donnée, stockage de la donnée. Par contre, quand on est en on-premise, par exemple, c'est plutôt à la charge de l'organisation de gérer ces coûts-là. Donc, sur la maîtrise des coûts, on a cet avantage premier qui est au niveau de tout ce qui est infrastructure. On a un autre avantage sur la facturation qui est un peu plus lisse avec le SaaS, on est sur de l'usage, contrairement où à l'on-premise, on va vraiment avoir acheté une licence installée sur la plupart des ordinateurs. Et aussi, il y a aussi l'avantage d'avoir la possibilité d'utiliser ces outils en dehors du cadre physique de l'entreprise. C'est-à-dire que les outils en SaaS sont accessibles directement via Internet, dès qu'on a une connexion à Internet, et sur plusieurs terminaux. Donc ça, c'est un des premiers avantages sur la maîtrise des coûts. Lorsque je parle d'attractivité, eh bien, je vais me référer aux tensions sur le recrutement, par exemple, où on va avoir plein de secteurs aujourd'hui connaissent ces tensions sur le recrutement, et les collaborateurs, ils expriment ce besoin d'avoir un environnement digital qui est assez fluide, accessible sur différents terminaux où ils peuvent se connecter et avoir accès librement à l'information. Donc, c'est plus évident via le SaaS de convenir cette attractivité que l'on-premise où on va avoir des rigidités sur les relations entre les logiciels et la disponibilité pour l'utilisateur lorsqu'il a des besoins sur des interventions, j'ai besoin de tel document, je vais directement via SaaS et via le self-service, je peux répondre. Et lorsque je parle de compétitivité, je l'apprécie à 3 niveaux. Parce que aujourd'hui, ce que le SaaS offre, c'est que, on le remarque, le marché a évolué, la digitalisation fait qu'il y a beaucoup de données qui sont générées. Et ces données générées doivent être traitées, elles doivent être collectées, elles doivent être sécurisées. Et le SaaS, via l'utilisation de l'intelligence artificielle, permet de sortir la plus grande value de ces données-là, plus facilement qu'on le ferait en on-premise, par exemple. Et ça, c'est le premier point au niveau de la compétitivité, c'est la maîtrise des données générées en grande quantité qui ne sont plus à la charge de l'éditeur, mais à la charge de l'organisation, mais à la charge de l'éditeur, puis mise à disposition. Au niveau 2, c'est les nouveaux usages, c'est-à-dire qu'on va avoir une entreprise aujourd'hui qui est on-premise, donc le logiciel installé sur site. Or, sur le marché, tous les nouveaux acteurs qui rentrent proposent du SaaS. Les éditeurs qui avaient leur logiciel on-premise, eh bien, ils font évoluer leur proposition SaaS et on se retrouve dans une situation qu'on peut rendre parallèle à celle d'un téléphone. On a une version 1 d'un téléphone aujourd'hui, demain une version 2, 3, 4. Samsung va mettre ses améliorations sur les versions 2, 3 et oublier la 1. Au fur et à mesure que le SaaS va évoluer et prendre des parts de marché, les versions on-premise ne vont pas bénéficier des efforts d'amélioration que font les éditeurs et vont pénaliser les organisations qui sont on-premise. Donc cette transition aussi pousse ces nouveaux usages technologiques. Et le dernier point, c'est je dirais un corollaire du SaaS, parce que l'offre du SaaS, c'est l'interopérabilité, la flexibilité. La reproche à l'on-premise, c'est le silo.
C'est-à-dire que j'ai tel outil, tel outil, tel outil qui ne communiquent pas forcément entre eux, où je dois imputer les données moi-même. Le SaaS, en évoluant, en tout cas avec la vitesse qu'elle prend aujourd'hui, va imposer cette interopérabilité entre les différents outils que peut utiliser une organisation. Parce qu'aujourd'hui, on rentre dans n'importe quelle organisation, on a fait 2, 3, 4, 5 outils qui ont besoin de communiquer, qui communiquent par un port manuel ou alors un port directement d'outil à outil, mais plus lent qu'en SaaS où ce serait un échange directement entre les logiciels entre eux. Donc, cette compétitivité est sentie à ce niveau. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question et si j'apporte un peu plus de profondeur. Ça te va? Tout à fait, c'est exactement ce qu'on voulait entendre. Super. Alors, je passe à la slide suivante parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est une fois qu'on a apprécié au niveau global la tendance qui tend le marché, on est parti se dire, OK, on peut aussi identifier quels sont les besoins en termes de logiciels, quels sont les logiciels sur lesquels les organisations partent le plus. Et sur la projection 2020-2024, on va dire que les dépenses sur le marché vont croître annuellement chaque année de 8%. Mais in fine, lorsqu'on s'adresse, qu'on va voir quels sont les logiciels qui portent cette évolution, la GTA en première place avec près de 10% de croissance annuelle, c'est-à-dire que beaucoup, la plupart des entreprises PME, petites entreprises et ETI sont vraiment sur forcer l'équipement en matière de logiciels GTA, suivi directement par le recrutement qui est sur du 9,2% par an et les autres processus RH. Et si on veut, ce sont là les corollaires de la crise, parce qu'en sortant de la crise, en fait, les organisations ont décidé ceci. Nous voulons maîtriser tout ce qui se passe avec le temps passé sur l'activité. Et ça passe, sur des activités comme le suivi de ces temps, le pointage, etc. Mais au-delà de ça, aussi pouvoir prévoir, avec toutes les données qu'on concentre dans le SaaS ou alors dans notre logiciel, pouvoir prévoir l'activité, les temps et pouvoir affecter les ressources d'une meilleure manière. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas se cantonner à une prévision mathématique où on essaye de voir et d'avoir des formules pour prévoir le marché. On a fait une petite analyse avec des organisations sur les petites entreprises et les PME, sur un pléthore de 310 répondants qui ont pour caractéristique d'avoir leur paye en interne ou externalisée. Et on leur a demandé quels étaient leurs besoins d'investissement ou alors les prévisions d'investissement qu'ils ont. Et pour la plupart d'entre eux, enfin la totalité, la GTA, la gestion des temps et des effectifs étaient parmi les 3 priorités qu'ils avaient, ce qui confortait les prévisions qu'on avait et les tendances qui s'affirment sur le petit podium que vous avez de l'autre côté. 1.2 qui était intéressant quand on s'est attardé sur les tendances logicielles, c'est la maîtrise des compétences qui est fortement liée à l'activité. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a vraiment un focus sur, OK, je maîtrise les temps d'activité, mais aussi je regarde les compétences qui sont sur ces activités. J'essaie de suivre et d'affecter au-delà des personnes des compétences, ce qui me permet, moi, en tant que DRH ou alors responsable d'organisation, de savoir que telle compétence, j'ai un manquement à telle période de l'année parce que le logiciel m'a ressorti et je fais mes prévisions. Aussi, le dernier point, alors celui-là est plus subtil, c'est qu'il y a un changement dans le comportement du SIRH aujourd'hui. On a eu un grand temps où le SIRH il était pensé pour l'utilisateur qui est fonctionnaire. Si je veux parler des DRH ou alors des preneurs de décision. Aujourd'hui, ce qu'on remarque avec la crise, et c'est un mouvement qui était un peu avant la crise, c'est que le logiciel SIRH se tourne vers le collaborateur et se met à sa disposition. Donc, on a vraiment beaucoup d'efforts au niveau des éditeurs pour changer ces positions du SIRH et de rendre le collaborateur plus autonome. Ce qui traduit pourquoi sur le podium, on a les autres processus qui sont à 9%, parce que dedans, on a l'analytique, on a le feedback, on a des outils comme QVT qui permettent de mesurer le ressenti des collaborateurs, d'intégrer ce ressenti dans les politiques de maîtrise de compétences d'effectifs et surtout de donner la part belle aux collaborateurs dans le SIRH. Et oui, je pense que c'est les 3 points importants qui ressortaient de l'analyse précise des dépenses des acteurs du marché.
Alors, je ne sais pas si c'est bon pour toi, Cédric, si je peux passer à la Yes. slide qui suit. J'avais juste une question. Du coup, concrètement, en fait, est-ce qu'il y a des chiffres précis sur le taux d'équipement et le taux de renouvellement dans l'étude? On pourrait y répondre plus tard, hein, juste si tu as ça en tête. Alors oui, ce qu'on a essayé de faire dans le livre blanc, c'est que on a essayé de donner ces données sur le taux d'équipement et de mettre les détails. Après, si on veut appuyer sur les tendances logicielles, je vais laisser tomber les chiffres pour aller parler de ce qui change réellement après la crise, si tu veux. Parce que on peut dire qu'on a deux grandes leçons à partir sur les SIRH après la crise. Un, au niveau des collaborateurs, on a un recentrage de leur façon de voir les choses. C'est-à-dire que dans le livre blanc, on parle des tensions de recrutement et de ce qu'on a voulu appeler ici la grande démission qu'on n'a pas vécue, mais on parle de pourquoi est-ce que il y a beaucoup de démissions et beaucoup de rembauchages, beaucoup de tensions sur le recrutement. C'est qu'il y a ce besoin de ne pas subir le temps de travail. Il y a cette transformation au niveau des collaborateurs qui va venir dans les années qui viennent parce que la population change. On est plus sur des jeunes qui rentrent en entreprise. Et pour eux, le temps de travail n'est plus fixé. On n'est plus sur du j'ai temps et temps horaire. On est sur une flexibilité du temps de travail. Pour eux, le temps de travail, ils le maîtrisent, ils ont besoin des temps à eux. Ils ont besoin de se dire, OK, je suis dans mon entreprise, mais je peux, avoir des temps modulables. Ou alors, je peux interchanger mon temps avec une personne, un collaborateur. Ou je peux avoir de l'interaction dans mon outil qui me permet de maîtriser mon travail, de dire que je évolue sur tel poste ou tel poste. Ce qui explique pourquoi le SIRH est en train de changer, de se mettre à disposition. Parce qu'une fois que le fonctionnel, les DRH, les décideurs savent utiliser l'outil. Maintenant, c'est le collaborateur qui doit se l'approprier. Pour qu'il se l'approprie, lui, il change tous les jours, le collaborateur. Il faut que l'outil puisse intégrer ces changements, donc l'écouter un peu plus. Pour les DRH, c'est simple. Hein. Ils ont juste besoin d'avoir une analyse claire des comportements dans leur entreprise. Toutes les données doivent être interopérables. Les logiciels doivent communiquer entre eux pour qu'eux, ils aient la quintessence des données à entrer dans le SIRH pour prendre des décisions. Mais non seulement ça, ils ont besoin de créer de l'interaction dans l'outil. Et c'est là toute la pertinence de la GTA, parce que dans la slide qui suit, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'au bout de notre première analyse globale et de notre analyse plus sur les tendances, on est parti se dire, OK, la GTA porte le marché, on sait pourquoi, parce que les questionnaires nous ont répondu, mais finalement, on rentre dans le logiciel, on essaie d'expliquer dans le livre blanc comment est-ce qu'il a évolué, comment est-ce que la GTA s'est étendue du pointage du standard avec la planification pour avoir des points plus stratégiques, plus je prévois et j'agis en conséquence. Comment est-ce que, alors je vais commencer au niveau du cercle central. Le premier cercle où on a les managers, la direction et les collaborateurs. Ce qui est très intéressant avec le logiciel GTA, et ça, c'est mon ressenti premier, c'est que c'est l'un des rares logiciels dans le SIRH où tous les collaborateurs interviennent. Et ils n'interviennent pas de manière ponctuelle, c'est tout le temps. Ils l'utilisent pour remonter le temps, pour indiquer les moments où ils sont disponibles ou non, ou dire OK, j'ai travaillé sur tel moment à tel moment, histoire que la paye soit juste. Les managers l'utilisent pour suivre tout ce qui est activité, pour prévoir, pour savoir envoyer les équipes, et la direction pour convenir tout ce qui est règles, etc. Donc, dans ce logiciel, on a trois parties de l'entreprise qui interviennent tout le temps. À la différence, par exemple, de la paie qui est réservée aux experts. Franchement, on pointe et les experts travaillent la paie. Ou alors un logiciel de formation qu'on utilisera ponctuellement. Un logiciel qui est aussi intéressant, c'est celui d'onboarding. Donc, celui-là, on sait qu'il y a beaucoup d'interactions, mais c'est ponctuel, c'est sur le temps de l'onboarding. Si on est dans une entreprise qui dit que l'onboarding, c'est 2 semaines, eh bien, les collaborateurs connaîtront le module d'onboarding que 2 semaines. Et c'est ce qui change avec la GTA, c'est que ce n'est pas 2 semaines, c'est tout le temps que tu es dans l'entreprise que tu utilises cet outil, et tu n'es pas le seul. Le manager l'utilise, les directions l'utilisent, et très rigolo, le module est connecté avec les plus grands pans du SIRH. Au recrutement, lorsqu'on gère les candidatures et le sourcing, lorsqu'on va parler d'intégration, ces gens qui rentrent directement nourrissent la GTA via les pointages et badges.
qui permet de gérer tout ce qui est congé, absence, gestion des contrats, règlements et spécificités, qui permettent de faire ce qu'on appelle le suivi des temps et activités, qui rentre finalement, avec la planification, dans la gestion des talents. On va pouvoir analyser finement ces données qui sont intégrées et prévoir les politiques de recrutement, les politiques d'évolution ou de mobilité. Donc, un cercle qui tourne un peu autour de la GTA avec une communication qui est totalement constante. Et moi, de mon retour parce qu'avant, je faisais de la chefferie de projet, un des logiciels les plus engageants quand on déploie un projet de, SIRH, de digitalisation de son entreprise, c'est le logiciel GTA parce qu'on sait que dès qu'on va commencer à le déployer, tout le monde aura des questions. Pas que les managers, pas que la direction RH, les utilisateurs. Ils vont tourner dedans, ils vont s'habituer à l'environnement digital avant de rentrer dans d'autres modules qui existent, mais ils vont passer un gros temps et ça fédère et facilite, l'installation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de se dire, OK, on s'est assis dans nos bureaux, on a analysé les tendances, les outils, mais qu'est-ce qu'en disent les utilisateurs? Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est en sortant directement de la crise, on avait poussé l'étude de voir est-ce qu'il y avait un intérêt et comment est-ce que l'intérêt de la GTA était dans l'outil. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir que tous les répondants étaient communs pour dire qu'ils souhaitaient que ce logiciel-là de GTA soit plus collaboratif encore, qu'il implique plus les managers, plus les collaborateurs, plus les directions, que les éditeurs puissent leur proposer plus d'interactions dans cet outil. Et très intéressant, à l'époque, 45% des gens qu'on avait interrogés, ils souhaitaient que sur la planification, on ait encore plus de données qui communiquent pour qu'on ressorte des données analytiques qui servent ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est gestion des compétences, ainsi de suite. Donc, une prépondérance de l'outil à l'intérieur du SIRH, une relation intrinsèque avec des modules de recrutement, de gestion admin, de gestion des talents, et d'autres modules encore qui expliquent finalement ce qu'on a vu dans la slide tout à l'heure, où la GTA a une place prépondérante dans le SIRH aujourd'hui et pousse le marché. Et ce qu'on continue de faire en faisant notre analyse, c'est de s'asseoir, puisque Olidis voulait savoir, au vu des échanges, au vu du changement de consommation des collaborateurs, qu'est-ce qui se passe en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent ou alors où est-ce qu'ils vont. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a essayé de mettre nos décideurs en caricature, un décideur fâché avec un autre opérationnel qui lui dit « mais quel outil j'utilise, quel outil j'utilise ?» Et le décideur lui dit « déjà, j'ai la crise sanitaire à gérer, j'ai ma pénurie de talents à laquelle je dois répondre parce qu'il faut que je sois compétitif, il faut que je les attire. J'ai déjà l'absentéisme parce que tout le monde dans l'entreprise a décidé de, voilà, je veux profiter de mon temps, je commence par lever le pied, je dois gérer toutes ces choses. Et à côté de ça, je dois aussi gérer les outils, m'assurer qu'ils sont interopérables, m'assurer qu'ils communiquent, les faire monter en niveau si je suis on-premise ou alors changer d'outil. Et leur première difficulté, c'est avoir une vision claire sur le marché. Il y a trop d'acteurs sur le marché. Et une vision frustrante parce que lorsqu'ils rencontrent un logiciel SIRH, c'est généralement via des intermédiaires ou via des commerciaux. L'idée, c'est transposer leur expérience parce que le confinement, c'est aussi une des leçons du confinement. Ils veulent transposer leurs expériences d'achat qu'ils ont dans leur ménage, dans l'entreprise, dans le SIRH. C'est-à-dire que je veux aujourd'hui un logiciel sur mon téléphone, je ne vais pas demander à 1000 personnes. J'ai des avis, j'ai une description claire et concise, je le prends et je l'intègre. Et quand on va avoir le marché réellement, voilà le marché. Sur le marché, on a 6 solutions qui partagent 30% du marché et plus de 600 solutions qui sont entre spécialistes GTA, spécialistes sectoriels et spécialistes fonctionnels qui sont sur les 70%. Comment est-ce que je choisis si je ne passe pas par des intermédiaires sur un temps long et chronophage? J'ai besoin de spécialistes ou j'ai besoin d'une nouvelle manière d'apprécier, de consommer mon outil. Et c'est là où les éditeurs interviennent, on le voit aujourd'hui. Et c'était un des soucis de l'IDIS. J'ai une solution qui fédère, j'ai une solution qui apporte de la plus-value. Je connais le marché. Comment est-ce que je réponds aux besoins des éditeurs en extendant ma GTA à ces pans fonctionnels qui sont leurs points de douleur? Comment je réponds? Et donc, c'est le travail de l'éditeur de se dire, OK, je connais tout le marché, je connais le besoin, j'ai une relation de confiance avec mes utilisateurs.
Ce que je peux proposer, c'est des partenariats. Je peux proposer un ensemble interopérable parce qu'aujourd'hui, le SaaS le permet, où j'ai ma fonction qui est super spécialisée, qui répond aux besoins, mais parce que je connais le marché et parce que les utilisateurs ont confiance en moi, je vais sonder le marché, sélectionner des très bons outils, les intégrer dans mon fonctionnement et apporter de la plus-value, du gain de temps aux collaborateurs. Il n'a plus à se poser la question est-ce que je pars sur un spécialiste ou un généraliste parce que l'éditeur fait le travail à sa place. Et on va voir ça émerger aussi dans l'avenir parce qu'on a vu que beaucoup d'acteurs se positionnent et je pense qu'au bout de l'étude, Olydis et Aurore, je pense que vous aviez pu intégrer tout ce qu'on s'est dit et que vous êtes sorti avec une proposition plus forte que tu pourras nous présenter. En effet, Kevin, merci, pour ton intervention qui est très, très intéressante et comme tu as pu le dire, on a étudié la question grâce à cette étude, d'où, la conclusion, sur un livre blanc et ce webinaire aujourd'hui sur la présentation de notre marketplace. Mais avant de répondre à ta question, je vais, pour rappel, et pour ceux qui ne sont pas utilisateurs de Times Square, rappeler qu'aujourd'hui, Times Square, permet, des plannings RH, une gestion de planning RH optimisée grâce à plusieurs modules, notamment, la prévision des flux d'activité, la partie, planification RH, le module, absence et congés, gestion des temps et portail collaborateur. Comme tu as pu bien le dire aussi, Kevin, c'est qu'aujourd'hui, ces modules permettent de répondre à des contraintes métiers opérationnelles dont nos partenaires aussi sont même confrontés, notamment cette problématique d'amplitude d'ouverture avec le 24/24, un besoin d'avoir un multitâche, multicompétences, ou également de proposer une variation d'activité avec la thématique journalière, saisonnière, d'avoir aussi un module de social planning qui permet de proposer une équité, la mobilité, le gros bloc de loi du travail sur les conventions collectives et accords d'entreprise et surtout des problématiques liées au turnover, d'où l'importance de digitaliser les processus de recrutement, notamment grâce à des ATS avec Flagshare par exemple. Un besoin également de fidéliser dès l'embauche avec le processus d'onboarding avec Staf & Go par exemple. Le besoin d'interopérabilité, comme tu as si bien pu le dire, entre les logiciels SIRH, d'où la notion best of breed de nos 3 partenaires et de nos futurs partenaires également. Tu as évoqué, la notion de flexibilité aujourd'hui et c'est vrai que la flexibilité, c'est plus une simple contrainte, c'est devenu vraiment un nouvel équilibre qui permet plus d'agilité, de digitalisation, de dématérialisation et comme on a pu le vivre, la crise sanitaire, les différents, changements sociétaux, on accorde plus de confiance, mais en parallèle, on a aussi un besoin de contrôle, d'où, la proposition des pointages par QR code de Skiply, par exemple et du coup, pour ces trois combinaisons de partenaires, ça permet à la fin d'avoir une solution, vraiment, de SIRH, clé en main et complète. C'est pour ça que ça a fait sens de créer une marketplace, connectée, avec Times Square, avec des solutions innovantes et performantes et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend, par le concept, marketplace de Times Square? Donc pour nous, c'est une plateforme qui réunit plusieurs services, solutions, logiciels qui permet aux clients de construire du coup une solution globale et SIRH complète, notamment la solution best of breed. Le fait de combiner, les plusieurs partenaires, ça nous permet de garantir une continuité technologique, faciliter des démarches, commerciales et ainsi les intégrations entre, les logiciels. C'est pour ça que je vous invite à aller, visiter, grâce au lien que Cédric a envoyé sur le chat, notre marketplace pour, plus d'informations. Pourquoi, intégrer notre marketplace aujourd'hui? Alors c'est très simple, on est made in France, on est made in terroir, on a vraiment une relation de proximité entre nos utilisateurs et solutions. On s'attache à ce que ce soit, des flux du coup de données sécurisés, d'avoir une interconnexion entre les données, échangées entre Times Square et les différentes solutions, notamment avec le plug and play.
tout en accompagnant les différents clients à avoir vraiment une solution clé en main. Et en parallèle, on construit et on évolue sur une roadmap qui évolue grâce à des fonctions en fonction des standards technologiques et fonctionnels du marché. On est nous-mêmes utilisateurs. Pour information, j'ai été recrutée chez Olidis grâce à Flatcher. On a également, on teste et on approuve les partenaires, les applications et les services. Si on propose, c'est parce qu'on connaît et on valide. Et en parallèle aussi, on a un module de gestion des temps étendus, ce qui nous permet de répondre à différents types de problématiques organisationnelles et de répondre typiquement à des thématiques type conduite du changement. Alors aujourd'hui, on a 3 partenaires à l'honneur. On a Flatcher, Staff & Go et Skiply. Alors, Flatcher, pour une petite introduction, c'est un logiciel de recrutement appelé aussi ATS, donc Applicant Tracking System. C'est vrai que ça peut ne pas parler à certaines personnes. Et ça permet en un clic de diffuser une annonce sur plusieurs job boards. On a aussi Staff & Go qui digitalise le processus d'embauche. Dès que le salarié est embauché, alors il est possible avec Staff & Go de permettre aux collaborateurs, aux RH et aux managers de mieux optimiser le processus administratif RH. Par exemple, envoyer une DPAE, créer un modèle de contrat. Et je laisserai Fouad expliquer mieux sa solution. Et nous avons Skiply qui propose une technique sécurisée pour le pointage des salariés via un QR code dont le code change toutes les 10 minutes. Et il pourra également expliquer sa solution comme Thomas. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à la marketplace qu'on peut voir juste à gauche pour voir les différents types de partenaires et utiliser le formulaire de contact. Pour conclure, comment ça fonctionne dans Times Square? Donc, on a un icône Times Square qui va nous permettre d'accéder aux partenaires qui ont été activés et ou de voir les différents types de partenaires qu'on propose. Aujourd'hui, si pour Fletcher, une personne est recrutée, alors on pourra l'intégrer dans Times Square. Si Staff & Go, une personne est embauchée, on pourra également l'intégrer. Et pour Skiply, ça se sera en temps réel dans le suivi du réalisé, dans les pointages. Aujourd'hui, n'importe quel type de personnes qui vont être intégrées, on pourra les identifier l'origine du partenaire et à la suite, proposer une structure, un contrat et un calendrier. Et en un clic, on aura une intégration efficace. Si vous avez la moindre question, on a toujours Times Square Academy. Donc, on a un article pour se référer à cette marketplace. Je vais laisser donc Thomas présenter Fletcher et la suite. Merci Aurore. Tout le monde m'entend bien? Vous m'entendez, vous? Super. Et puis ravi Aurore de savoir que tu as été recruté grâce à Fletcher. Donc on va parler de recrutement maintenant. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Thomas Campagnac. Ça fait 5 ans maintenant que j'accompagne les entreprises françaises à digitaliser leur processus de recrutement, et je vais vous montrer aujourd'hui du coup en quoi nos solutions du coup chez Fletcher peuvent vous aider à innover, à améliorer considérablement la gestion de vos recrutements et surtout à trouver les bonnes personnes qui vont rejoindre votre entreprise. Et je vous présenterai aussi rapidement à la fin l'intégration que Fletcher a mis en place avec du coup Olidis et notamment Times Square. Quelques mots sur Fletcher. Donc on est une entreprise made in France où tout a commencé en 2015. Aujourd'hui, on est une 60aine de collaborateurs. Alors en interne, nous on s'appelle les poulpes, puisque je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, donc c'est notre mascotte. Notre mission, c'est d'aider les PME et ETI françaises à mieux recruter. Et on a une conviction très profonde en fait chez Fletcher, c'est que pour recruter les bonnes personnes, finalement, on doit pouvoir recruter ensemble. Et c'est pour ça, et pourquoi d'ailleurs, que Fletcher, en fait, on pense et développe notre outil et nos solutions pour que chacun puisse être acteur du recrutement des futurs collaborateurs au sein de son entreprise. Donc, premier point, on va du coup balayer ensemble en fait les difficultés que rencontrent les entreprises aujourd'hui devant le recrutement. Aujourd'hui, le recrutement, c'est compliqué. Déjà, une première data, étonnamment ou pas finalement, 70% aujourd'hui des PME et ETI sur le marché français n'ont pas digitalisé leur processus de recrutement. Donc, les outils généralement qui sont mis en place, ça se résume à une boîte email, des pochettes classeurs papier, et on va dire que les plus aguerris, finalement, ils gèrent le recrutement avec des tableurs Excel. Donc, super outil de recrutement. Donc, ces méthodes qui sont plutôt artisanales, elles ne sont pas forcément optimales pour recruter et elles comportent quelques inconvénients. Alors, c'est problématique. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup là, de clients de Olidis donc, qui sont des systèmes de franchise, dans la distribution, multisite, etc.
Elle s'adresse en fait également à des têtes de réseau en fait où vous avez des services RH qui cherchent des profils de qualité pour ces magasins intégrés pour qui c'est compliqué, autant que pour des franchisés en fait qui eux doivent recruter pour leur propre boutique par exemple, mais qui sont démunis d'outils de recrutement et pour qui d'ailleurs c'est même pas le métier de recruter à la base. Donc le premier problème rencontré, c'est la publication des offres d'emploi. Donc déjà le premier point, c'est qu'en fait on a une multitude d'offres d'emploi, enfin de sites emploi pardon, qui existent sur le marché français. Donc il y en a un peu plus de 700 aujourd'hui. Donc, je suis recruteur ou non, je ne sais même pas sur quel site mettre mon offre d'emploi pour pouvoir trouver des candidats qui correspondent à mes critères. Et en plus de ça, du coup, publier des offres d'emploi, c'est extrêmement chronophage, puisqu'on est obligé de faire des copier-coller de ces annonces à la main sur chaque site. Ce n'est pas forcément les mêmes formulaires. On peut oublier son mot de passe. Bref, ça prend énormément de temps. Et la valeur ajoutée de faire des copier-coller sur les sites emploi qu'on est à votre niveau, elle est très faible. À savoir que la moyenne, en gros, en France, c'est entre 5 et 10 minutes pour publier une offre d'emploi sur un job board. Le deuxième point, c'est les sites carrières. Donc, le constat, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui n'ont pas encore d'espace recrutement sur leur site web. Ou alors, ils en ont un, mais qui n'est pas forcément à jour. Donc, on voit encore, ça arrive, des sites emploi avec des PDF qui peuvent dater de 2018, 2019, etc. Alors que l'objectif, pourtant, pour une entreprise, c'est bien d'attirer les candidats et pas de les freiner dans leur démarche. Alors, on sait que c'est compliqué parfois pour une entreprise parce que ce n'est pas forcément la priorité du service marketing ou communication de mettre à jour le site carrière. Le service, lui, RH, n'a pas forcément la main dessus. Et si on souhaite passer par des prestataires externes pour mettre à jour ou faire des nouveaux sites carrière, ça coûte relativement cher. Le troisième point, c'est la chasse. Donc auparavant, la chasse en fait de candidats, elle était majoritairement pratiquée par des cabinets de recrutement, des chasseurs de tête, etc. Mais aujourd'hui, depuis maintenant quand même à peu près 10 ans, il y a beaucoup de CV Tech qui ont émergé sur le marché français. Il y a les réseaux sociaux professionnels. Alors, on a l'impression que ça fait longtemps que c'est là, mais LinkedIn, bon, c'est 2013 en France qui est arrivé. Bon, il y a Viadeo également, mais il y a un peu moins de trafic dessus en ce moment. Et tout ça pour dire qu'en fait, il y a 16 millions d'inscrits en fait rien qu'en France sur LinkedIn. Donc, en fait, ça donne l'opportunité à n'importe quelle personne qui souhaite recruter d'avoir un terrain de jeu pour dénicher des talents. Mais pourtant, nous, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas de stratégie de sourcing sur les CV Tech ou les réseaux sociaux professionnels. Et même le plus fou, je dirais, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas forcément même le réflexe d'aller piocher dans leur propre vivier de candidature interne. C'est-à-dire qu'ils ont plein de candidats dans leur base de données, dans leur vivier, mais qui ne vont pas exploiter quand ils ont des nouveaux recrutements. Et le quatrième point, c'est la gestion des CV. Donc, comme je disais, généralement, on a soit des Excel ou des boîtes mail. Donc, si on a une boîte email, c'est compliqué de trier suivre ses CV dans sa boîte mail. Compliqué de s'y retrouver. Ça peut encombrer la boîte de réception. Généralement, on fait des dossiers avec des codes couleurs pour s'y retrouver. Donc, c'est rapidement la galère. Ensuite, on peut envoyer des CV à des opérationnels. Et là, souvent, c'est le début de la déperdition d'informations, puisque c'est compliqué de retrouver les actions rattachées à chaque candidat. Et généralement, le service RH, lui, ne sait pas ce qui se passe sur le terrain quand on a des systèmes de réseau, puisque chacun fait un peu à sa sauce. Il n'y a pas forcément de processus de recrutement qui soit structuré, homogène. Et ça, finalement, c'est aussi un moyen de perdre des candidats. Donc ça, c'est le constat de Fletcher. Donc Fletcher, comme disait du coup Aurore, nous sommes une solution à test, mais pas que finalement, parce que Fletcher, c'est une solution 360 degrés qui comporte 4 grandes briques finalement. Donc la première solution, on va commencer en haut à gauche, donc c'est la multidiffusion. Donc le nom parle un peu de lui-même, mais la multidiffusion, ça vous permet d'en terminer avec les copier-coller finalement, puisque vous allez pouvoir rédiger votre offre d'emploi une seule fois sur la plateforme et la diffuser sur des centaines de sites emploi en quelques secondes. Et le deuxième avantage direct, c'est de multiplier vos canaux d'acquisition pour une meilleure visibilité, augmenter votre audience en choisissant les sites emploi sur lesquels vous allez pouvoir trouver des candidats qui correspondent à vos critères de recherche. Le deuxième outil donc de chasse, c'est une solution du coup facilitant l'aspect sourcing sur les CV Tech et les réseaux sociaux professionnels, permettant d'intégrer des profils que je verrai sur ces réseaux et de les intégrer dans mes viviers directement dans ma solution de recrutement en quelques clics. Troisième solution Fletcher, comme je l'évoquais, on sait à quel point c'est important pour une entreprise aujourd'hui de faire passer des messages positifs à ses candidats, les valeurs de son entreprise, pour rassurer les candidats finalement et les pousser à candidater chez vous. Il y a une data qui est intéressante en fait parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il y a énormément de candidats en fait qui vont voir vos offres d'emploi parfois sur Indeed, l'APEC, Pôle emploi, etc., qui vont du coup, s'ils sont intéressés par votre entreprise et par votre offre d'emploi, aller sur votre site web pour voir les offres. Et là, parfois, il y a un décalage parce que si je vois votre offre sur Indeed et que je ne la vois pas sur votre site web, je ne vais peut-être pas postuler alors que je serais au bout du parcours si j'avais eu la possibilité de le faire.
Donc, Fletcher, pour répondre à ça, on propose nous un éditeur de site carrière avec différents modèles, donc c'est des templates, personnalisables aux couleurs de votre entreprise, pour que le RH, ou finalement même le service marketing, puisse avoir la main dessus. Et du coup, je tiens à vous rassurer, ça ne nécessite aucune compétence technique pour mettre à jour votre site internet et votre site carrière. Pardon. Et du coup, toutes vos offres elles sont automatiquement ajoutées et l'ensemble des candidatures remonte automatiquement dans le logiciel, dans les bonnes campagnes. Et la quatrième brique, donc c'est le cœur du réacteur, c'est ce qu'on appelle un ATS. Donc un ATS, c'est effectivement un acronyme anglais qui veut dire Applicant Tracking System, que je pourrais traduire facilement en français comme outil de suivi des candidatures. Donc un ATS, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil qui permet de gérer et suivre facilement et plus rapidement l'ensemble de ces candidatures dans un espace dédié et commun à l'ensemble des recruteurs et des opérationnels. Donc plusieurs avantages. Le premier, c'est de gagner du temps, puisque toutes les candidatures elles sont automatiquement centralisées dans l'outil, associées dans les bonnes campagnes de recrutement. Vous pouvez retrouver également les doublons, parce que ça arrive justement dans des systèmes multisites, en fait, qu'un candidat postule sur un magasin et puis un autre, on n'est pas forcément au courant. Là, on s'en rend compte. Si le candidat a postulé il y a 6 mois, on est au courant également et ça permet vraiment également d'augmenter sa marque employeur. Deuxième point, pour le gagner du temps, c'est l'automatisation de vos communications, puisque vous automatisez vos mails de bienvenue, vos mails de refus, les prises de rendez-vous. Et on sait également que certains reçoivent des gros volumes de CV, peut-être que ça arrive à certains là dans le public, et que c'est pas évident de répondre à tout le monde. Et là, c'est également l'occasion justement d'automatiser ces réponses, même de bienvenue, de refus, pour pas laisser vos candidats dans l'oubli. Point important également dans notre ATS, c'est le côté très collaboratif, puisque chez Fletcher, on a une vision extrêmement collaborative du recrutement. Et c'est pourquoi on a développé du coup notre plateforme autour de méthodes agiles, ce qu'on appelle d'ailleurs la méthode Kanban, peut-être que ça plaira à certains, donc sous forme de colonne, qui permet en fait de connaître l'état d'avancement de son processus de recrutement en un coup d'œil et de partager le même niveau d'information, que l'on soit RH ou opérationnel. Et enfin, il y a également un aspect statistique qu'on peut retrouver dans un ATS qui permet de comprendre l'efficacité des job boards qu'on va choisir, l'efficacité de son process de recrutement. Et du coup, je pars d'un principe assez simple, c'est que tout ce qui se mesure peut s'améliorer. Et là, c'est l'occasion du coup, de prendre des décisions basées sur des chiffres et non au feeling. Petit aparté, donc c'est pas un avantage opérationnel au quotidien. Néanmoins, ça a son importance. Avoir un logiciel de recrutement, un peu comme les outils là autour de ce matin, c'est d'être en conformité également au RGPD, qui oblige aujourd'hui d'ailleurs les entreprises à demander le consentement des candidats tous les 24 mois pour pouvoir conserver les données des candidats. Donc au moins là, vous êtes également à l'abri là-dessus. Concernant, du coup, Aurore l'avait évoqué, donc Fletcher et Times Square. Là, le recrutement, c'est une très bonne chose, mais une fois que le candidat finalement devient collaborateur, il y a un nouveau cycle qui s'offre à lui. Et là, notamment, c'est le métier des SIRH comme Times Square qui gère du coup la gestion des collaborateurs. Et notre volonté chez Fletcher, finalement, c'est d'intégrer, d'avoir des partenaires comme Times Square pour fluidifier dans un premier temps le parcours candidat et surtout alléger le travail des services CRH et des recruteurs en évitant des ressaisies d'informations qui parfois peut prendre du temps, qu'on a des gros volumes de recrutement, entre son outil de recrutement et son SIRH. Donc concrètement, dans Fletcher, comment ça va se passer? Donc on a nos colonnes qui représentent notre process de recrutement. Dès qu'un candidat peut passer dans la colonne recruter, automatiquement, on va pouvoir sortir des informations type nom, prénom, téléphone, email, pour que la ressaisie se fasse automatiquement dans Times Square, puisse créer la fiche du collaborateur. Du coup, ça se fait automatiquement. Comme ça, on est sûr de n'oublier personne. C'est directement intégré. C'est sans frais supplémentaires pour les clients. Et donc, tout se fait rapidement. Voilà pour Fletcher. Je pense que les questions-réponses, si j'ai bien compris, de toute façon, c'était plutôt à la fin des présentations. Tout à fait. Pour l'instant, on n'en a pas trop. Alors, moi, par contre, pour la petite histoire, en fait, Fletcher avait remporté en 2019 notre concours de start-up quand on a fait nos 30 ans. Donc, du coup, on suit Fletcher depuis plusieurs années. Et on pense, du coup, que votre solution elle répond parfaitement aux challenges et aux besoins de nos clients dans les secteurs très dynamiques tels que la relation client ou la grande distribution. Est-ce qu'en 3 mots, vous pouvez leur donner les 3 atouts de votre solution pour les années à venir? Disons pour les clients communs qu'on peut avoir avec Colidis, ce qui marche très bien avec Fletcher, c'est le côté en fait digitaliser ce process de recrutement. Donc il y a certains qui vont recevoir des gros volumes de CV et là c'est l'occasion en fait de pouvoir les traiter, les trier sans en oublier, etc. Donc ça c'est très important pour ce genre d'organisation. Et ce que j'ai la conviction forte de Fletcher, et ça tourne autour de ça, Fletcher, c'est on conçoit en fait nos solutions pour qu'elles soient utilisées autant par des services RH et des recruteurs que par des opérationnels et des managers. Et on sait que dans des réseaux multisites, les opérationnels ont une part très importante finalement dans le recrutement, voire ils sont même autonomes dans le recrutement. Et là, c'est l'occasion en fait pour eux
d'avoir un outil de recrutement qui leur soit dédié, qui puisse prendre en autonomie tout seul, depuis la diffusion de l'offre d'emploi aux candidats recrutés. Et tout est conçu pour que ces personnes-là puissent recruter. Parfait, merci. Je vous en prie, merci à tous en tout cas. Je répondrai à vos questions à la fin s'il y en a. Et du coup, je laisse la main à Fouad du coup de Staff & Go pour la suite. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Fouad Sevimli, je suis le responsable des partenariats chez Staff & Go. Et justement, après avoir recruté et identifié le candidat, il va falloir l'intégrer et également prendre en charge toutes les démarches administratives comme la rédaction du contrat de travail, les déclarations aux organismes sociaux, etc. Et c'est là que Staff & Go entre en jeu. En fait, Staff & Go, c'est quoi? C'est une start-up qui a été créée en 2020, qui est constituée de 15 talents qui sont passionnés par la digitalisation et par la satisfaction client. Et aujourd'hui, c'est plus de 15 000 utilisateurs qui utilisent Staff & Go. C'est un chiffre qui est en croissance forte ces derniers mois. Alors, avant de vous parler de Staff & Go et des bénéfices qu'elle apporte à ses utilisateurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les ressources humaines, pour la plupart d'entre elles, passent beaucoup trop de temps sur l'administratif. Les 3/4 d'entre elles déclarent passer plus de la moitié de leur temps sur des tâches administratives. C'est énorme, c'est une statistique qui est assez alarmante. Et ce qu'on constate aussi depuis plusieurs trimestres, c'est que le turnover augmente dans les entreprises, notamment dans le secteur de la grande et moyenne distribution, dans la relation client, dans la restauration, etc. Ce turnover qui augmente, ça veut dire plus de charges de travail pour les ressources humaines, et donc ça veut dire une pression aussi plus importante sur les ressources humaines qui, elles aussi, vont subir le turnover au sein de leurs fonctions. Donc c'est un cercle vicieux et on s'est rendu compte qu'en fait, cette inefficacité qu'il y avait encore dans beaucoup trop de PME et ETI, elle était liée au fait que, au jour d'aujourd'hui, la gestion administrative du personnel, c'est plusieurs outils, une multitude d'outils qui ne sont pas connectés les uns aux autres et qui font intervenir également une multitude d'interlocuteurs. Ça crée l'inefficacité, mais ça crée également des erreurs. Donc le pari de Staff & Go, c'est de pouvoir consolider dans une seule et même plateforme tous ces outils-là et de faire de Staff & Go, comme le fait Flatcher, comme le fait Times Square, un outil collaboratif, puisqu'on va donner les accès non seulement aux ressources humaines, mais aux salariés ou aux futurs salariés, et également aux managers pour qu'ils puissent interagir au niveau de Staff & Go. Ça permet notamment, par exemple, au niveau de l'embauche, de diviser par 7 la charge de travail sur l'embauche de collaborateurs. Alors, comment on arrive à un tel niveau de performance? Alors, tout simplement, on va agir sur 3 axes. Le premier, c'est le papier. On va complètement éliminer l'utilisation du papier grâce à la signature électronique, et au coffre numérique. Le deuxième levier d'optimisation, ça va être la contribution active du salarié. Quand vous allez embaucher un salarié alors qu'il n'est pas encore dans les effectifs, vous allez l'inviter à remplir lui-même sa fiche salariée, à saisir donc ses informations personnelles, à prendre une photo de sa carte d'identité, de sa carte vitale, mais également à remplir un formulaire lié à la mutuelle et à consulter les documents d'entreprise. Toutes ces informations, et là c'est le troisième levier, vont être réutilisées dans le cadre de la rédaction du contrat de travail, au niveau du logiciel de paye. Donc avec une interface, les données vont remonter automatiquement et instantanément, et elles vont bien sûr également remonter dans Times Square. Donc ça évite pour les ressources humaines qui ont notamment un volume important d'embauche de devoir ressaisir les informations dans 3-4 systèmes différents, puisque Staff & Go va permettre de communiquer avec ces différents systèmes. Donc Staff & Go, c'est effectivement un outil d'onboarding qui va vraiment fluidifier toute la partie onboarding, mais c'est également un outil qui va permettre de récupérer les bulletins de paye du logiciel de paye que vous utilisez pour pouvoir les distribuer aux salariés dans un coffre sécurisé. Ainsi, le salarié aura non seulement accès à ses contrats de travail, à ses avenants, mais également à ses bulletins depuis la même plateforme. Et on a décidé d'aller encore plus loin parce qu'on s'est dit qu'il fallait également que l'entreprise puisse communiquer des documents ou des communications liées à l'entreprise elle-même. Et là, on a un fil d'actualité, une sorte de mini Facebook qui est intégré dans Staff & Go qui va permettre à l'entreprise de mieux sensibiliser ses salariés sur les priorités et donc de poster des visuels. Et on a surtout également dans ce module de communication la possibilité
de communiquer des documents. Ça peut être un règlement intérieur, ça peut être un compte-rendu de CSE, etc. Vous allez pouvoir mettre à disposition de vos salariés tous les documents et vos salariés y auront bien sûr accès depuis un ordinateur ou depuis un smartphone. Le connecteur avec Flatcher et Times Square va permettre de récupérer de Flatcher les données du candidat qui a été sélectionné, les données personnelles, pour les remonter dans Staff & Go et ensuite déclencher tout le processus d'embauche et pour pouvoir finalement renvoyer et créer une fiche salariée au niveau de Times Square. Au niveau de Times Square, on pourra ensuite également, en fonction des besoins en ressources humaines, déclencher une demande d'embauche qui retournera vers Staff & Go, qui va déclencher un processus d'embauche, par exemple, s'il y a besoin d'effectifs sur une période définie. Donc, le but de Staff & Go, c'est non seulement de créer de la productivité en interne au niveau des ressources humaines, mais c'est aussi d'améliorer la marque employeur en améliorant la communication. On dit souvent que la première impression est importante. Ben, quand vous recrutez un salarié, vous l'embauchez via Flatcher et Staff & Go, ben, il va se rendre compte que le processus est totalement digitalisé et ça va avoir un premier impact positif, je dirais, au niveau de la vision que le salarié aura de l'entreprise. Je sais, Cédric, est-ce que tu avais des questions? Top. Alors, on n'a pas de questions, mais du coup, pour nos auditeurs, est-ce qu'il serait possible que vous nous présentiez un petit cas concret, un ROI d'un client? Oui, tout à fait. Alors effectivement, au niveau de Staff & Go, ce qu'on fait très souvent et qu'on met à jour assez souvent, c'est effectivement, on fait une analyse sur les clients, sur le processus, je dirais avant Staff & Go et après Staff & Go, et on se rend compte que par exemple, une embauche prend entre 60 et 90 minutes de temps de travail effectif quand on compte le temps que passent les ressources humaines, les managers et également le représentant légal qui doit signer le contrat. Avec Staff & Go, on arrive à réduire ce temps à une dizaine de minutes. Donc, vous gagnez en fait plus d'1 heure de temps de travail par embauche quand vous utilisez Staff & Go. Et c'est la raison pour laquelle certains secteurs d'activité y trouvent un intérêt particulier, notamment la grande et moyenne distribution, relations clients, transport, restauration, etc. Top. Merci beaucoup, c'était clair. Merci. Donc, je passe la parole à Jérôme. Oui, bien bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de Skiply aujourd'hui. Alors, nous, on vient pas du tout du monde du RH. J'entends plein de gens parler de digitalisation, on est des gens du terrain. Et donc, Skiply construit des solutions qui se touchent, hein, c'est des objets souvent, c'est des appareils qui permettent d'aller capter les temps de travail, non pas nécessairement sur le siège social de l'entreprise, mais quand les intervenants sont en clientèle, sont sur des sites, ça peut être des gens qui sont dans des salons de coiffure, ça peut être des gens qui sont sur un événement et qui s'occupent d'une petite boutique sur cet événement, ça peut être des gens qui vont faire le ménage quelque part. Et donc notre spécialité, c'est de déployer des bornes sans fil, autonomes plusieurs années sur pile, pardon. Et on va ensuite remonter ces données, notamment vers Times Square, mais j'y reviendrai. Donc, on est une start-up de 15 collaborateurs également. Il y a beaucoup de points communs avec mes collègues. On est actif depuis quelques années maintenant. On vend en Europe, on vend au Japon, on vend aux États-Unis, on est un petit peu partout. On collecte ces données dans vraiment toutes les situations. On a aujourd'hui 500 clients différents, donc on est en B2B, hein, qui utilisent nos solutions. Et je vais vous en présenter une en particulier. Alors, on en a plusieurs. On a des badges mobiles classiques hein, qui peuvent être utilisés avec des badges, par exemple RFID ou autres. Mais la solution que je vais vous présenter aujourd'hui, elle vient d'être brevetée, donc elle est unique au monde. C'est une manière d'utiliser les QR codes pour s'assurer qu'un intervenant est bien passé sur un site. Alors, pourquoi on fait ça? Il faut quand même repartir de la base. Moi, j'avais des clients qui m'expliquaient il y a encore un an qu'ils avaient des systèmes pour savoir si leur chauffeur, par exemple, était passé sur un point un entrepôt. Donc, le chauffeur devait scanner un QR code, puis ensuite, il disait, voilà, je suis arrivé, je suis parti, voilà mon nom. Et très vite, ils se sont rendus compte que, bien sûr, beaucoup ont compris qu'en prenant une photo du QR code, en l'imprimant à la maison et en le mettant dans le camion, quand il pleuvait, c'était quand même plus simple de scanner depuis le camion, voire depuis chez soi. Et en effet, on ne peut pas sécuriser en fait le pointage d'un collaborateur avec des QR codes classiques.
Et donc, pour pallier à ça, chez Skiply, on a inventé un QR code sans fil, toujours. Donc, c'est un petit boîtier qui fait 8 cm par 8 cm, qui est autonome plusieurs années sur pile, qui n'est pas connecté, et dont le QR code, en fait, va changer. Donc, si quelqu'un prend en photo le QR code et cherche à le réutiliser ensuite depuis chez lui ou ailleurs, au bout d'un certain temps, ce code va être invalide. Donc, d'une part, le pointage ne va pas être pris en considération, mais il y a un autre phénomène qui va se passer, c'est qu'on va savoir que quelqu'un a essayé de tricher. C'est vraiment quelque chose de tout simple, c'est-à-dire que pour un collaborateur qui va sur site, lorsqu'il scanne ce QR code, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'application dédiée. Donc vous pouvez le faire avec votre appareil photo de téléphone pour ceux qui ont des smartphones récents, mais vous pouvez aussi, pour ceux qui ont des smartphones anciens, utiliser une app de QR code classique. Donc c'est vraiment, ça ne change pas la façon dont on utilise les QR codes, c'est juste qu'en faisant ça, on peut déjà garantir que la personne est bien là où elle prétend être dans une fenêtre de temps donnée. Donc, cette innovation, on l'a connectée sur la marketplace Times Square, et c'est là que ça devient intéressant, parce que nous, on ne fait pas de software, ce n'est pas notre métier. Nous, on va être capable d'envoyer cette donnée et de dire Madame, Monsieur X était à tel endroit, à telle heure. Et ensuite, on va utiliser toute la force en fait de Times Square pour utiliser ces données et pour en faire des tableaux de bord, des informations, des calculs de temps, des payes, que sais-je. Donc c'est vraiment un peu une façon de redescendre, de faire redescendre le SIRH sur le terrain et sur des cas d'usage qui sont pas si simples à traiter. Alors, j'ai eu l'occasion parfois d'en parler avec certains autour de ce webinaire, mais nous, par contre, on n'est pas très bon sur la partie pointage de masse. Si vous voulez avoir des pointeuses où il faut faire pointer 200 salariés dans une usine, c'est pas du tout, on n'a pas les solutions adaptées. En revanche, dès que vous allez avoir des petits sites, des points de passage, là, vous pouvez compter sur nous, on trouvera toujours une solution adaptée. Donc voilà, j'essaie de faire court, comme je suis le dernier à passer, je veux pas vous gâcher votre repas. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup Jérôme, c'était très clair. Du coup, juste pour reprendre un petit peu, donc Ubiquit CodeKey, c'est un outil très intéressant. Nous, depuis le début, on trouve que la solution est vraiment un cas d'étude intéressant à exploiter, notamment pour les différents acteurs des commerces. Donc le pointage par QR code peut par exemple être utilisé et être intéressant pour les entrepôts, les espaces déportés comme des pop-up stores, ou événements spécifiques par exemple. Est-ce que vous avez des petits exemples comme ça? Alors, en fait, des exemples, il y en a vraiment beaucoup. Alors, pour l'événementiel, c'est sûr que c'est hyper adapté parce que quand vous devez, je prends un exemple d'un salon, par exemple, vous êtes une agence, par exemple, d'accueil et vous devez passer du personnel qui va faire de l'accueil sur stand. C'est extrêmement difficile de savoir à quel moment les gens ont pris leur poste, par exemple. Donc, grâce à ce genre de système, de manière très simple, vous allez mettre ce QR code tournant sur les stands de vos clients et quand le personnel va arriver, il aura juste à scanner le code et vous pourrez être sûr qu'ils étaient bien sur le bon stand au bon moment. Et l'autre chose intéressante, et c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte, c'est que là, on est sur la flexibilité maximum. Parce que, par exemple, quand on utilise des badges, si le personnel change, si vous avez beaucoup d'intérimaires ou de gens que vous prenez juste quelques heures, c'est extrêmement compliqué de faire cette gestion de badge. Alors, machin, il a perdu son badge, il faut le réaffecter. Là, c'est pas un problème en fait. C'est-à-dire que même avec les solutions qu'on vous a présentées précédemment, vous avez embauché quelqu'un 2 heures avant, il a pris son poste, il peut tout de suite utiliser le système et dire qu'il est passé sur un stand. Donc l'événementiel, c'est un bon exemple. Nous, on a énormément aussi de gens sur la partie maintenance et nettoyage de locaux aussi. Ça, c'est vraiment le gros de nos clients aujourd'hui. Les applications peuvent être aussi vastes que le nombre de sites et de lieux déportés, du coup. Merci Jérôme, merci à tous les trois, merci Kevin, merci Aurore pour votre présentation. Très rapidement, voilà, donc des intervenants comme de qualité comme ceux qu'on a eu aujourd'hui, merci à vous encore une fois. On les interviewe régulièrement, donc du coup on a une série de podcasts qu'on anime, qu'on édite et qu'on publie. Je vous envoie le lien tout de suite. Vous pourrez y retrouver notamment Fouad, Jérôme et Valentin, donc, qui travaillent avec Thomas chez Flatcher, ainsi que plein d'autres intervenants qui travaillent sur des thématiques similaires aux nôtres. Donc,
Voilà. Et dernier point, donc on parlait bien de ce livre blanc là. Je vais vous envoyer le lien tout de suite. Je suis en train de le récupérer. Et à partir du moment où vous récupérez ce livre blanc, donc c'est en gros la partie étendue de la présentation que Kevin nous a faite tout à l'heure, qui permet d'avoir notamment les statistiques, un peu plus de chiffres et de données pour étayer un petit peu tout ce qu'on s'est dit et expliquer tout simplement de manière plus concrète et complète tout ce qui a été abordé en début pour comprendre un peu l'évolution et vers où on tend vers 2024. Donc, durant toute cette présentation, on a eu une question, donc effectivement sur des data un peu plus structurées, donc vous aurez la réponse, Stéphane, directement dans ce livre blanc, et ensuite quelques petits commentaires, mais on n'a pas eu de questions, ce qui veut dire que toutes les interventions ont été claires, clean, et je pense qu'on va pouvoir conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Je ne pense pas. Je pense que tout le monde est là. Tout le monde a été très assidu. Tout le monde est resté jusqu'à la fin, malgré le fait qu'on ait à peu près un quart d'heure de plus que le temps imparti. On est désolé pour ça, mais des personnes passionnées ont envie de s'exprimer. Donc, on s'exprime. Donc, pas de questions. On va donc Merci à toi, conclure. Cédric, pour cette Merci, Aurore. intervention. Merci Donc, beaucoup. merci à tous les 6 et à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous contacter directement sur l'espace Marketplace si vous avez des questions ou des demandes spécifiques par rapport aux différentes solutions qu'on vous a présentées et le livre blanc qui est situé dans le lien dans le chat. Voilà. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.